Bonjour Bonjour. Sylvie, Bonjour. tu es consultante et conférencière sur l'autisme en entreprise et dans l'enseignement supérieur. Exact, oui, c'est ça. Pourrais-tu te présenter avec tes propres mots? Alors, donc je m'appelle Sylvie Sexec. J'ai été diagnostiquée très tardivement autiste à l'âge de 50 ans. Après 30 années de parcours professionnel très chaotique, puisque en l'espace de 30 ans, j'ai travaillé pour plus de 80 sociétés. Voilà, ce qui faisait que ce qui me faisait dire que j'étais un petit peu différente, mais voilà, en dehors de ça, j'ai jamais imaginé que je pouvais être autiste. Voilà, donc ça c'est moi en partie. C'est une très bonne description et très compacte avec beaucoup d'informations, je te remercie. On va revenir un petit peu sur plein d'éléments que tu as mis en avant qui sont évidemment prévus dans cette interview. Avant cela, j'aimerais parler avec toi du fait que tu sois passé sous les radars. Donc, ça veut dire que on parle pas d'errance médicale, on parle vraiment du fait que l'autisme n'a jamais été une question. Avant tes 48 ans, là autour? C'est-à-dire qu'à 48 ans, c'est là que j'ai fini par aller voir une psy pour dire il y a quand même des trucs, il y a quand même des choses bizarres chez moi. Mais auparavant, non. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, ça s'expliquerait notamment du fait que j'aurais un haut potentiel qui ferait que j'ai copié les gens, sauf que je m'en suis même pas aperçue. Donc ça pourrait expliquer que je sois passée au travers sous les radars. Et puis pour le reste, je pense que maintenant rétrospectivement, il aurait été très 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 difficile de me repérer. Voilà, parce que j'ai vraiment intégré mes difficultés comme faisant partie de mon fonctionnement et du fonctionnement de tout le monde. En gros, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi en dehors d'un ou deux trucs. Je pensais en fait que j'étais un profil original parmi des gens qui fonctionnaient comme moi. Tu parles que tu as toujours su imiter en fait, su t'adapter. Est-ce que avec le recul, tu sais sur quel point en particulier tu as dû t'adapter, puis comment tu as fait? Pour copier ou pour m'adapter ? Pour copier plutôt, ouais. Mais je peux pas dire parce que j'en avais pas. En fait, j'en avais pas conscience. Mais je me suis j'ai forcément copié les gens. Et maintenant, je repère 2-3 choses. Mais avant, je n'en avais absolument pas conscience. Donc, je devais le faire naturellement. Mais, pardon, je pense qu'il y a quand même une chose, c'est que je suis fascinée par les comportements des gens et les interactions des gens entre eux. Et par exemple, si je vais dans un bar, je vais regarder et je vais essayer d'écouter ce que les gens disent. Et je vais me dire, tiens, ok, quand on a tel âge et qu'on a tel profil, et qu'on se trouve en face de tel profil, voilà le genre de choses qu'on va dire. Mais comme pour moi c'est un divertissement, je l'ai pas pris comme une difficulté. Tu l'as Donc pris comme un jeu. je l'ai pris comme voilà. En fait, c'est comme un sujet d'étude. C'est comme si j'étais anthropologue. Et donc, je l'ai pas perçu comme une difficulté, parce que, alors, au final, je reste autiste et j'ai toujours la même, l'anxiété, tout ce qui va avec l'autisme. Mais pour moi, c'était une espèce de distraction, une étude, comme si j'étais anthropologue, en fait. Donc, je pense que ça, je l'ai intégré comme ça. Mais maintenant que j'ai été diagnostiquée et que j'ai des séances avec ma psychologue pour expliquer le pourquoi du comment, je repère maintenant les moments où ça me pose problème. Et là, j'ai un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec des copains. On était chez des gens. Et je me suis surprise. Pour la première fois de ma vie, le rideau s'est ouvert. À attendre de voir comment les copains qui étaient déjà présents allaient réagir pour intégrer les nouveaux. Ce qu'ils allaient dire pour me calquer sur un. En fait, tu vois, j'ai attendu qu'il se lève du canapé. Je me suis dit non, s'il se lève pas tout de suite, c'est pas le moment. Ouais, d'accord. Et là, je me suis dit ouais, je suis prise en flag. Ça y est, donc je le fais. Est-ce que tu calcules tout dans tes interactions sociales consciemment? Alors, je fais ce qu'on appelle, c'est pas le terme officiel, le scripting, qui consiste, ce que beaucoup d'autistes font, et qui consiste justement à préparer tes interactions sociales. C'est-à-dire que En amont. en amont, par exemple, je vais te donner 2 exemples.
si je vais à la boulangerie, et ben sur le chemin, je vais répéter dans ma tête. Bonjour madame, je voudrais une baguette. Bonjour madame, blablabla. Si je suis avec des copains que je vois pas souvent, et ben je vais préparer ce que je vais dire dans ma tête par rapport à la conversation qui est en cours, et je vais attendre le moment où je vais pouvoir balancer ma phrase. Alors c'est souvent en décalage, parce que Ouais. et le moment, quel est le bon moment? Je vais essayer de capter le regard d'une personne, et là je vais me dire ah c'est bon, c'est le signal. Alors c'est pas un signal, c'est juste moi qui essaie de me délivrer de. Donc ça, je le fais tout le temps. Ça me donne l'impression, enfin c'est totalement illusoire, que je vais réduire l'imprévu et que je vais maîtriser les interactions sociales, mais c'est pas du tout une science exacte. Ok, j'ai deux rebondissements là-dessus. Je vais essayer de me rappeler des deux. Je vais noter peut-être le deuxième parce que. Oui, c'est. Je compatis. Je compatis. Donc, ouais, ok. Ok, pardon pour ça. C'est la première fois que ça arrive, mais je pense que les deux sont intéressants. Premièrement, est-ce que quand tu es dans une situation où tu t'es préparé en amont pour affronter le défi d'interagir avec le boulanger, par exemple, ça t'arrive d'être devant et de bégayer? Non, pas du tout. En revanche, okay. non, mais c'est pas ça. Non, bégayer. Non, en revanche, comme je disais, c'est pas une science exacte. C'est-à-dire que si j'arrive et que, voilà, moi je voulais une baguette, il y a plus de baguette. Donc dès que j'arrive chez le boulanger, tout de suite je scanne pour pouvoir changer mon discours. Si toutefois il y a plus de baguette. Maintenant. Quand j'ai été diagnostiquée, un jour, je me suis dit, c'est trop lourd ce scripting, je vais essayer de faire une folie et de pas préparer. Full impro. Et full impro. Une baguette, s'il vous plaît. et en fait, je me suis trouvée, j'ai pas bégayé, mais je me suis trouvée totalement désarçonnée et j'ai pris un truc que j'avais pas l'intention de prendre, quoi. Parce que j'ai tellement l'habitude de tout prévoir que j'ai dû prendre, je sais pas, un pain au chocolat que j'ai mangé quand même. Mais et c'était pas du tout l'intention. Tu t'es mise la pression au moment de commander, genre si t'as pas pris ce que tu voulais prendre à la base, est-ce que c'est parce que tu t'es mis la pression, parce que la personne attend sur toi que tu prennes une décision? Oui, parce qu'il fallait que... Qu'est-ce que je fais oui, moi c'était pas prévu, c'était pas dans le scénario. Donc il a fallu voilà, de l'impro. Et si je peux ajouter une autre difficulté quand je vais chez la boulangère, que je salue, non je plaisante, c'est qu'il n'y a pas que cette difficulté, c'est que au moment de dire au revoir, et ça c'est systématique, j'ai remarqué que souvent, il y a du monde ou je sais pas quoi, et la boulangère va me dire au revoir avant de m'avoir rendu la monnaie. Et moi, ça veut dire que je dois dire au revoir avant d'avoir tourné le dos, avant de me diriger vers la sortie. Et ça, je gère pas. Donc, je dois aussi, dis-moi si c'est pas clair, je dois aussi, bien, ouais. Au moment, quand je vois qu'elle sort, qu'elle va me rendre la monnaie ou je ne sais quoi, il faut déjà que je calcule le temps dans ma tête, les fractions de secondes, de façon que je lui réponde en même temps que je restitue, je dise au revoir, une fois que j'aurai déjà au minimum tourné le dos, ce qui dans ma tête signifie ok, je dis au revoir, c'est logique, je suis en train de partir. C'est tellement intéressant. C'est calculé au micromètre en fait. Tu vas avoir mal à la tête. Ouais, c'est ça. Non mais c'est ça parce que... J'en ai plein d'autres des comme ça. Ça j'en doute pas, ouais. J'adore ce témoignage. Donc pardon, aller chez le boulanger, c'est pas juste une partie plaisir, quoi. Parce que tu multiplies ça par X interactions sociales avec des commerçants ou autres au quotidien, ça fatigue. Quand tu es dans un groupe de personnes. Ouais. Tu attends le moment clé pour pouvoir dire quelque chose. Toutes les cultures ne sont jamais les mêmes, évidemment. Mais quand tu es dans un moment convivial avec des personnes, il y a quelque chose qui se passe régulièrement, très souvent, c'est le fait de couper la parole. Ouf. Pour parler. Je vais te mettre une situation que j'ai vécue personnellement et puis sur laquelle ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre. Je coupais trop souvent la parole. Je coupais trop souvent la parole. Du coup, tu dois savoir qu'est-ce que tu vas dire, quand est-ce que tu vas le dire. Accepter de peut-être pouvoir ne pas le caser. T'as une frustration qui vient avec ça. J'imagine que t'as peut-être ça aussi. C'est les auto-injonctions. C'est-à-dire que moi, ça va me polluer l'esprit. Tant que je me suis pas débarrassée de ma phrase, je peux rien faire d'autre. Est-ce que tu arrives à en faire le deuil ? Non.
tu refuses, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est-à-dire que moi, tu viens de parler de couper la parole. Je coupe très souvent la parole des gens et je parle fort. Après, j'essaie de... Mais j'y arrive pas tout le temps. Parce que justement, mon truc là, c'est un besoin impérieux de me libérer l'esprit. Ma phrase, elle est là, il faut que je la sorte. Et c'est pour ça que je te dis que c'est pas au bon moment et que je coupe souvent la parole. Donc en fait, c'est plus fort que toi. Bah, si un besoin est répressif, parce que sinon j'ai ce truc là qui est en train de me polluer l'esprit. Ouais. Et comme je peux pas, comme beaucoup d'autistes, je peux pas faire deux choses à la fois. Je peux pas suivre le reste de la conversation si j'ai ce truc dans la tête. Ou alors faut que je l'adapte. C'est des trucs de fou. Enfin voilà, faut que j'adapte. Si je vois que là le moment est déjà passé et que j'ai pas pu la balancer ma phrase, je vais devoir l'adapter à ce qui s'est dit entre temps. Ouais, donc c'est-à-dire que tu dois faire un deuil sur une information non-stop, quoi. pour aller sur la prochaine et puis essayer de rebondir de nouveau. Est-ce que ouais. Donc tu coupes la parole dans une conversation. Tu peux être amené à faire ça. Ah oui, régulièrement. Et pour te dire, j'ai un fonctionnement visuel, hein, j'ai une pensée en images. Souvent, quand je suis avec une personne, souvent au téléphone, parce qu'en plus je la vois pas, je vois une espèce de grille avec des blancs et des espaces remplis. Et je me dis, dès que la personne va prendre une inspiration, c'est un blanc et je peux parler. Mais je visualise comme ça. C'est comme ça que je gère souvent mes échanges. Est-ce que tu arrives à savoir que cette personne-là, elle a fini sa phrase ou bien si c'est juste une respiration entre deux mots? Non, c'est absolument... Je te dis, c'est pas une science exacte. Hein, et souvent, je me trompe. Respiration, c'est go. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça. Okay. Avant qu'elle s'évanouisse, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Oui. C'est exactement ça. Dès que je la vois je surveille, mais vraiment, je suis très... Alors, au téléphone, c'est pas possible. Quoique. Mais je surveille le moment où, et là, clac, j'y vais. Et en entreprise, quand en réunion, inutile de dire. Tu es une lionne dans les... Non, mais tu sais que... Dès que mais oui, mais décaler pour décaler, parce qu'après, comme si tu veux, les gens, moi, c'est pas que je m'en fiche, je suis décalée, donc quitte à être décalée. Après, c'est moi qui ça fatigue. Les gens, ils me considèrent déjà comme décalée. Après, c'est moi que ça fatigue, c'est à moi que ça pose problème. Mais comme j'arrive en rire, oui. Voilà, je m'arrange avec, hein. Je compense comme ça. Est-ce que ce genre de comportement, ça t'a déjà fait te faire exclure de groupes de personnes? Bien avoir des remarques ou ce genre de choses-là? Ça, mais bon, c'est ma mère, mais elle m'a pas encore exclue. Non, ma mère qui va me dire, mais laisse-moi parler, arrête de me couper la parole. Et là, j'ai une technique, c'est-à-dire que je m'aperçois que quand je fais ça, c'est que je suis nerveuse, donc je parle fort. Et là, je me dis, ok, je baisse les épaules, je vais parler moins fort. Et là, j'arrive à un peu mieux gérer. Mais m'exclure peut-être sans qu'on me l'ait dit. Je pense pas, mais bon. D'accord. Donc ça n'a jamais été handicapant dans un contexte social, par exemple. Pour moi, ça l'est, mais pour les autres, en toute modestie, je pense que j'ai un peu d'humour qui fait que j'arrive à emballer les trucs, à les faire passer comme ça. Sinon, je serais malheureuse comme les pierres. Donc en fait, t'as bouée de secours là-dedans, en fait, c'est l'humour qui te permet de faire que ça passe, en fait. L'humour, l'autodérision. Moi, sans autodérision, je suis rien. Ouais, je comprends, ouais, je comprends. D'accord, c'est chouette point à aborder. T'as d'autres techniques comme ça à partager que t'aimerais mettre en avant là tout de suite? Une technique pour... en fait, ça c'est ma technique à moi. Pour le reste, faire le deuil de ce que j'ai à dire. Alors là, on va aller un petit peu plus profond. Il y a le fait que j'ai des choses à dire, ça c'est une chose. Mais il y a aussi le fait que quand je pars du principe que quand on est au sein d'un groupe social, il faut parler. Et un jour, j'en parlais avec une copine, justement, ma meilleure amie, suite à mon diagnostic d'autisme. Et je disais, mais moi, si je voulais être moi, souvent, je serais là et je parlerais pas. Et donc parfois je pense à ça et elle m'a dit mais c'est pas grave si tu parles pas, t'es pas obligé de parler tout le temps. Et parfois je me souviens de ça et je me dis mes amis m'apprécient pas forcément parce que je les saoule et que je parle tout le temps. Et de temps en temps je pense à ça et je me dis ok, je baisse les épaules et puis je parle pas tout de suite. De toute façon, les gens, quand je parle, les gens après ils évitent parce que c'est trop, je les saoule. Alors que si je parle pas, les gens ils vont s'intéresser à toi. C'est justement quand tu parles pas. Exactement.
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est tellement difficile quand tu es quelqu'un qui parle beaucoup Oui, tu n'as pas de place. que tu peux pas, en fait, prendre de place. Ouais. Tu sais pas trop quelle position prendre. Est-ce que je vais être celui qui est un peu mystérieux et qui va dire 3 mots et ça va être une punchline et du coup, c'est bon, t'as ta place. Est-ce que tu vas beaucoup parler et du coup, tu vas faire chier tout le monde si c'est pas intéressant ce que tu dis ou bien parce que tu parles juste vraiment beaucoup trop et par rapport au cercle, etc. Ouais, c'est un... Chaque fois, c'est un peu complexe comme équation à chaque fois. Mais je pense que mes amis, ils sont vraiment... ils doivent être très tolérants parce qu'ils me le disent pas quand... je sais que je parle beaucoup, après je parle fort, jusqu'à ce que je m'épuise. Et je pense qu'ils sont très tolérants. Et de temps en temps, je me dis... ouais, ils doivent être tolérants. Ils me le disent pas, je pense qu'ils doivent être tolérants. Tes amis sont aussi autistes? Non. Non. Enfin, jusqu'à nouvel ordre, non. D'accord. C'est... Mais, pardon, excuse-moi. Ouais. Je te coupe. Vas-y, on est là pour ça. Moi, j'ai quand même passé un demi-siècle de vie de l'autre côté de la barrière. Donc, ça veut pas dire que je connaissais pas d'autistes, mais avoir des amis autistes, j'ai des connaissances, c'est des gens que j'apprécie, aussi autistes, mais voilà quoi. D'accord. Donc c'est pas forcément. C'est pas que c'est pas un critère, c'est. C'est juste que ça s'est pas fait comme ça, quoi. Ça s'est pas fait comme ça, voilà. D'accord, Après, dans le cadre du master, si, il y a une personne avec qui je m'entends bien, quand j'ai repris des études et qui est autiste, mais voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes études, un petit peu qu'est-ce que tu as fait comme parcours pro déjà? Ouais, ça serait intéressant en termes d'études et puis après parcours pro, ouais. Ok, alors j'ai eu jusqu'au bac, ça allait les études, à part à l'âge de 17 ans, j'ai découvert les discothèques et alors là, j'ai un petit peu vrillé, mais sinon parce que ça j'en reparlerai peut-être, j'ai une hyposensibilité visuelle qui fait que tout ce qui brille, ça me fascine. J'ai découvert plus tard ça, mais bon, pardon, je dévie. Jusqu'au bac, ça allait, voilà. J'ai repassé mon bac parce que j'ai eu cette année où j'ai un peu fait n'importe quoi. Après, j'ai eu une mention, ok, merci. Et après, je pense que c'est là que c'est parti en vrille. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que jusqu'au bac, j'étais encadrée, j'étais tenue. Après, il a fallu que je fasse un choix sur ce que je voulais faire. Mais c'est tellement abstrait et tout. Donc, j'ai commencé à m'inscrire un peu ici, un peu là, un peu en fac. J'ai commencé vraiment... C'est là que j'ai commencé à partir un peu en vrille. D'accord. Donc, sur une année, je me suis inscrite un peu partout. Après, j'ai commencé un BTS tourisme que j'ai interrompu au bout d'une année, pour les mêmes raisons qui feraient que plus tard, j'allais démissionner tout le temps de l'entreprise. Et puis, donc, après, j'ai travaillé très vite, 19 ans, 20 ans. Et quand j'ai fait mon prédiagnostic, donc la neuropsychologue qui a fait mon bilan, à 50 ans, m'a dit « Vous tiendrez jamais comme ça jusqu'à la retraite, à changer tout le temps. Vous allez vous épuiser. » Et elle m'a parlé d'un master qui s'appelle le master ECOSIM. Je crois que, le master ECOSIM qui était adapté aux autistes. Donc, voilà, à la Sorbonne, elle m'a dit si ça vous intéresse, il se fait en alternance et à distance. Est-ce que ça vous tente? C'était Pardon? Sur combien de temps? Je pense qu'on pouvait le faire sur 1 an ou 2 ans. Moi, je l'ai fait sur 1 an. À 50 ans? Ouais, à 50 ans. À 50 ans, tu fais un master sur 1 an en alternance? Ouais. Bravo. Merci. Et en fait, et donc voilà, je l'ai eu. J'étais contente. Et je crois, c'est pas un détail. Je crois que j'ai eu une mention. Et en fait, c'est important parce que mon bac, je l'ai eu avec mention. Et ça, je l'ai eu avec mention. Et moi qui admirais tout le temps les autres parce qu'ils avaient des diplômes et pas moi, j'étais contente de l'avoir. Voilà, c'est pas vantard, hein, c'est juste pour expliquer ça. Bien sûr. Et puis donc ce master, il comportait 2 volets. Un volet sur la gestion des données et un autre sur le e-learning. Et je me suis dit, ok, je vais le faire parce qu'en fait, j'ai fantasmé et ça, c'est un lien avec l'autisme, sur la gestion des données. Parce que j'avais vu peu de temps auparavant une émission sur une entreprise adaptée qui employait que des autistes, c'était dans la gestion des données. Et ils avaient intégré une psy
une psy dans les locaux. Donc chaque fois qu'il y avait un des employés autistes qui avait un truc qui commençait à ruminer, comme je le fais très bien, il allait voir la psy pour faire sauter des verrous. Et là, j'ai fantasmé sur ce modèle-là. Je me suis dit, génial, je vais travailler dans la gestion des données. C'est carré, c'est comme ça. Pas forcément pour le fait de gérer des données, mais c'est aussi pour le cadre qui est proposé. Il y avait autour. deux choses. Il y avait je m'étais imaginé que la gestion des données, c'était un truc hyper carré, hyper répétitif, où je n'aurais pas le cerveau tout le temps en ébullition. Et puis surtout ça, la psy, moi je me suis dit génial, toutes les fois où je rumine, ouais on m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'aurais dû dire, etc. Je me suis dit génial, une psy au boulot, j'ai fantasmé là-dessus. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, mes études, c'est ça, c'est le bac à 19 ans et la master à 50. Franchement, c'est brave de faire un master à 50 ans. Est-ce que tu n'avais pas encore ton diagnostic à cette époque-là quand tu as commencé? Alors si, ça a été concomitant. C'est-à-dire je suis allée voir une psy à 48 ans et au bout d'un moment, elle m'a dit mais je me demande si vous ne seriez pas autiste, est-ce que vous voulez faire un diagnostic? Donc je l'ai fait et c'est là justement à ce moment-là que la neuropsy m'a dit en me rendant je l'ai fait en libéral mon diagnostic. En me rendant mon bilan, elle m'a dit vous tiendrez pas comme ça jusqu'à la retraite. Et c'est elle qui avait entendu parler, qui intervenait aussi dans le cadre de ce master. Voilà. Donc ça veut dire que tu as fait ton master en sachant que tu étais autiste en fait. Donc heureusement parce que je venais d'avoir ma RQTH et j'ai pu prétendre à avoir des aménagements dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance. Mais pour être honnête, si je dois être tout à fait honnête, j'ai fait ce master en me disant ok, pourquoi pas, ça ou autre chose. Et si tu veux, j'ai tellement mon parcours il a tellement été jalonné de changer tout le temps partout. Je me suis dit, ça va me reposer, pas me reposer, mais quelque temps, je serai sûre si j'ai une alternance d'avoir un revenu. Et, je navigue à vue. Moi, j'ai toujours navigué à vue. On va en parler de suite. Donc, tu as travaillé dans plus de 80 entreprises, 25 types de postes. 28, merci, type de poste. Sur une carrière de 40 ans, c'est pratiquement 2 postes par an. Ça veut dire qu'un changement tous les 6 mois. C'est l'âge de 19 à 50. Donc ça fait 19-20, ça fait 30 ans. D'accord, ouais. 30 ans. Ou alors, quand je parle d'une carrière de 40 ans, je parlais pas de ta carrière pardon, excuse-moi. Je parlais, pardon, j'étais distrait, pardon. Quand je dis une carrière de 40 ans, c'est une carrière, entre guillemets, normale, une carrière moyenne. C'est dans les 40 et quelques années. Si tu commences vers 20 ans, tu as fini 64. Bref, on s'est compris. Sur une carrière, dans tel nombre d'années, c'est environ presque 2 jobs, 2 entreprises par année. Et c'est énorme. C'est beaucoup de changements aussi. Chaque 6 mois, tu as un changement éventuellement, chaque X mois. Que s'était passé? Et puis, est-ce que ces changements-là avaient un lien avec l'autisme? Ouf, carrément. En fait, j'ai occupé plein de postes et sous des formats différents parce que j'ai travaillé en CDD, en CDI, j'ai fait de l'intérim. Et l'intérim, c'était changer tous les 2 jours ou voire plus. Donc, j'ai changé vraiment beaucoup. Et le lien avec l'autisme, c'est que de la même façon que j'avais quitté le BTS tourisme que je faisais au bout d'1 an parce que il y a une personne qui avait dû me dire, à qui j'avais dû demander sa gomme, qui avait dû me dire mais t'as jamais tes affaires ou t'as pas tes affaires, j'en sais rien. Et c'était au niveau du relationnel et ce qui normalement devrait être des affaires courantes pour une autre personne, pour moi c'était non négociable. Je j'arrivais pas à gérer ça. Et en entreprise, les raisons pour lesquelles je partais, c'était jamais en lien avec le poste. Le poste, à la limite, c'était anecdotique. C'était les relations de pouvoir et d'ego qu'il fallait gérer en entreprise et qui, pour moi, c'était insupportable. En plus, j'ai très longtemps travaillé à des postes. Au départ, j'étais standardiste, après assistante de direction, etc. Donc, j'étais à des postes très transverses où je dépendais de plusieurs managers. Et souvent, mais pas tout le temps, il y avait des jeux, des pouvoirs qui s'exerçaient et j'étais le fusible. Si tu veux, je vais prendre un exemple, 2 managers qui s'entendaient pas, plutôt de régler leurs problèmes entre eux, clac, ils allaient me donner des injonctions contradictoires. Et tous ces trucs, c'était déjà, moi, je savais pas comment gérer ça, mais en plus, j'avais un tel mépris pour les égos, pour la médiocratie aussi, parce que je considérais de la médiocratie.
Et puis ensuite, il y a un autre phénomène qui est arrivé, c'est que moi, comme beaucoup d'autistes, donc j'étais autodidacte et j'ai appris quand même pas mal de choses. Et à un moment donné, je me suis trouvée reportée à des managers qui avaient eux un profil très très linéaire et diplômé, le contraire de ce que j'avais moi, et à qui je devais reporter. Et je me disais, moi, je suis 10 fois plus, je pouvais pas respecter, tu vois. Quelqu'un qui avait ce profil et à qui je devais reporter à des gens. Alors s'ils étaient bien, ça me posait pas de problème, mais si c'était des managers que je trouvais pas terribles. Tu as un problème avec l'autorité ou bien c'est quoi? Non, j'ai aucun problème avec l'autorité si elle est bien employée, bien faite et à bon escient. Si c'est pour me faire n'importe quoi ou pour des trucs d'ego, ça c'est pas possible. Ça tu le disais du coup à ton chef? Non, ça se manifestait pas comme ça du tout. Ou alors quand je disais, c'était, je vais te dire une fois, le genre de choses qui se passaient. Hein. De toute façon, moi, il faut savoir que la porte de sortie n'était jamais loin. Donc quand au bout d'un moment je partais, dès que j'arrivais quelque part, je regardais vers la porte de sortie en me disant s'il y a un problème. Et je savais qu'à un moment donné, il allait en avoir un, je sors par là. Et un jour, je me souviens, je travaillais pour une maison de disques. Et bon, la situation avait déjà commencé à pas être terrible, pourrir un petit peu. Et un jour, il y a mon patron, on était en open space, donc tout le monde entendait, tout le monde était témoin, et il m'a fait un reproche. Il m'a dit, il a dû me dire ouais, mais c'est quoi cette organisation? Je sais plus ce qu'il m'a dit devant tout le monde. Et là, le cœur le mit à parler. Je lui ai répondu, vu le modèle que j'ai en face, alors je te laisse imaginer donc il a pas du tout aimé. Et voilà le genre de choses qui pouvaient arriver. J'arrivais pas, si tu veux, à gérer les conflits. Je voyais les conflits qui s'annonçaient, ouais. Mais j'étais incapable de les gérer autrement que soit par l'évitement, je partais, et soit par un affrontement. Sachant qu'au moment où j'allais à l'affrontement, je savais déjà que j'allais pas rester quoi. Quand tu provoquais, tu disais justement que tu provoquais volontairement ces affrontements. N'avait-il pas d'autres solutions pour les résoudre que l'affrontement? Et puis qu'est-ce que tu cherchais à obtenir en provoquant de telles situations? Alors, bonne question. Il y avait plein d'alternatives, sauf que moi, ces alternatives, je les maîtrisais pas, je les connaissais pas. Moi, c'était mon seul. De toute façon, je devais partir, donc au moins, avant de partir, que je dise ce que j'avais à dire. Mais je savais pas les gérer autrement. J'appelle ça le chien qui aboie, ça. Parce que genre tu pars, tu peux dire ce que tu as à dire, mais ça va rien changer à la situation. Je sais pas si c'est une bonne comparaison ou pas. Non, j'ai pas compris, pardon. Ce que tu dis là, en fait, ça me... Pardon de t'avoir coupé, hein, mais c'est un truc que j'appelle le chien qui aboie. Dans le sens où tu pars de l'endroit. Ouais. C'est quand tu pars de l'endroit, tu envoies un doigt, tu vois, et puis tu pars, tu vois. Ou bien c'est une image. Tu dis ce que tu as à dire. Alors oui, mais ouais. Est-ce que ça change vraiment quelque chose au final de la situation? Oui, parce que ça voulait dire le problème, ça c'est mon fonctionnement. Moi, je fonctionne en différé. Je traite pas l'information tout de suite maintenant. Et donc quand la situation, en fait, avant le patron dont je parle là, ça faisait un moment que ça se passait pas bien et que il était pas correct. Il était pas correct avec d'autres personnes, hein, pas que uniquement avec moi. Et donc il y avait des choses qui s'empilaient. Il y avait plusieurs choses, mais moi je réalisais pas. Et comme je réagis toujours en différé. Le jour où il a dit cette chose-là, là, hop, tout s'est éclairé. Si tu veux, c'était trop et je me suis dit non, j'ai rien à faire là. Et tout prend des proportions comme ça. Et j'ai souvent fonctionné comme ça. C'est pour ça qu'après, on me disait pourquoi tu l'as pas dit? Parce que j'ai toujours une espèce de brouillard. Quand il y a des situations comme ça qui sont pas nettes, et moi au lieu de me dire non là c'est pas terrible ce qu'il m'a dit et je pourrais lui dire en retour que j'ai pas apprécié blabla, c'est pas ça. Moi j'ai un brouillard et puis à un moment c'est la goutte et le brouillard se dissipe et là je me dis c'est pas supportable et je pars. Et donc tu vois c'est peut-être si j'avais eu un mode d'emploi, mais même puisque il faut que l'expérience négative se répète avant que le brouillard compte, hein. Okay. Ça je suis tout le temps décalée moi. Et est-ce que maintenant tu as des méthodes qui te permettent de contourner ça pour pouvoir gérer ces situations différemment?
L'évitement, c'est pas une méthode, hein. L'évitement, quand je peux éviter. Sinon, essayer. Si, il y a une méthode, une méthode que je devrais vraiment. C'est une suggestion de ma psychologue, elle a bien raison. C'est d'écouter mon instinct. Parce que je parle tout le temps de brouillard, mais malgré tout, j'ai quand même un instinct qui me fait dire il y a un truc qui cloche. Donc, quand il y a un brouillard, quand il commence à se densifier, m'arrêter. Ça, c'est une technique que j'ai avec ma psy, comme elle sait que j'ai un fonctionnement visuel. L'idée, c'est que quand mon instinct commence à me dire le brouillard se densifie, je m'arrête, c'est comme si j'étais un stop ou un feu, je m'arrête, je prends le temps de me poser, je regarde à droite, à gauche, est-ce qu'il y a du danger, qu'est-ce qui se passe, j'essaie d'analyser la situation, et là, alors en général, si j'ai tendance à dire si un conflit doit s'annoncer, c'est que au final, je partirai. Mais je vais prendre mon temps pour regarder si effectivement, pour analyser la situation quand je ressens ce brouillard. Situation conflictuelle, je sais pas, c'est pas trop. Et t'as jamais voulu profiter de ce recul pour réussir à gérer différemment la situation d'une manière qui serait avec une fin plus agréable, hein, et puis que ça aille vers une meilleure situation, pardon. Alors ça, je vais le voir pour les autres. Tu sais, justement dans le cadre de mon travail, je fais de la médiation, et pour ça, quand je suis moi externe, je le vois, je le vois là-dessus, je peux aider, il y a aucun problème. Pour moi, je dirais qu'en plus ça rentre dans un ce qui rend la chose un peu plus compliquée, c'est que, et ça fait partie des choses que j'ai dites à la psy quand je suis allée la voir avant de savoir que j'étais autiste, c'est que moi, ma vie, c'est une espèce de courant d'air où je m'arrête jamais, et où c'est un perpétuel apprentissage. Moi, j'apprends difficilement, je capitalise difficilement sur mes expériences. Et donc, ma vie, elle est faite d'apprentissage nouveau où je vais aller me cogner. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est pas que j'en ai pris mon parti, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, je pense que c'est clair. Ça me fait penser à, du coup, un rebondissement, une question que je vais t'adresser de suite. Dis-moi si je dis juste ou faux. Est-ce qu'au fond, tu es médiatrice pour aider les personnes que tu étais avant? Pas du tout. Ah, ok. Mais c'était une bonne question. Non, je vais te dire pourquoi je suis médiatrice. Parce que, en fait, je t'ai dit que j'ai toujours navigué à vue. Hein. Et je suis devenue médiatrice parce que quand j'ai fait mon master donc en alternance, je venais d'être diagnostiquée. On m'a demandé quels étaient mes besoins en aménagement. Moi, je savais pas. Hein, je découvrais mon autisme. Donc, j'ai regardé sur Internet ce que je trouvais. J'ai demandé, OK, tel et tel aménagement. Et il s'est avéré que c'était pas les bons. Et que dans le meilleur des cas, c'était neutre. Mais dans le pire des cas, ça rendait encore les choses plus compliquées pour moi. Et à partir de là, je me suis dit, entre 0 aménagement et des mauvais aménagements, je préfère 0. J'en ai fait mon sujet de mémoire. Et à partir de là, je me suis dit, je veux aller aider. Je connaissais bien le monde de l'entreprise. Je veux aller aider dans ce domaine-là. Et là, c'est pas compliqué. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont les besoins du marché? Du marché du travail, et donc c'est ce que je fais. Mais au départ, c'est parti de là, de mon constat que les aménagements ne sont pas toujours adaptés, et derrière aménagement, il y a en général médiation. Hein. Directement, c'est plus ou moins ça, alors j'ai l'impression. Dans le sens où c'est pas forcément pour aider les gens que tu as été avant, qui sont comme tu as été avant, pardon, mais c'est pour aider les gens à évoluer mieux dans leur travail avec les aménagements nécessaires. Oui, ce qui passe souvent par une médiation, parce que les aménagements, tu vas les mettre en place, mais c'est pas parce que tu les mets en place tout de suite que le bien-être, enfin que ça va être efficace tout de suite. C'est pour ça que tu as besoin aussi de médiation. Ouais, c'est toujours une phase de test à chaque fois. Hein, exactement. Et donc voilà. Mais au départ, c'est parti vraiment de mon expérience, dans le cadre de ce master. C'est pour ça que ce master, pour moi, il a été vraiment déterminant. On va aller un petit peu sur ta vie perso.
plutôt que pro. Il y a vraiment un point qui m'a beaucoup surpris quand on a discuté la première fois. Et j'aimerais approfondir ça. Je pars du principe, je fais une grande généralité, hein, que l'autisme, vu par les personnes qui ne connaissent pas ce domaine, en fait, voit une personne autiste comme une personne qui n'est pas forcément très sociable. Oui. Tout le monde n'est pas comme ça, j'en suis une preuve assez concrète à ce niveau-là, et puis je suis vraiment de loin pas le seul. Mais ça reste un cliché qui est un peu plus ou moins populaire. Tu adorais aller en boîte de nuit. Et ça, c'est vraiment rien à voir. Alors, genre, ça, c'est vraiment l'opposé, tu vois. Et du coup, alors, tu me parlais d'hyposensibilité à la lumière. Alors, prenez en boîte de nuit, les étapes, c'est quoi? C'est avoir des potes. Oui. C'est aimer faire des soirées, rentrer tard, blablabla, énergie sociale, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Ambiance festive. Pourquoi les boîtes de nuit? D'où ça vient cet intérêt Alors, pardon. Et c'est drôle parce que quand justement, quand ma psy m'a dit peut-être que vous êtes autiste, si vous pouvez faire un diagnostic officiel, je m'étais dit, je vais bien me garder de dire que j'étais en boîte de nuit parce qu'ils vont dire, c'est pas possible et tout. Mais en fait, voilà, comment ça s'est passé? Donc, il y a vraiment cette fascination. Et ça, c'est depuis que je suis gamine, hein, pour ce qui brille, les couleurs qui brillent. Donc, t'imagines en discothèque, bon, forcément. Il y avait aussi la musique, parce que j'ai un intérêt particulier pour les musiques qui font boum boum. Alors, je sais pas si c'est un truc de boîte, quoi. Je sais pas si ça s'explique par une hyposensibilité, au bruit, je sais pas. Mais pour te dire, j'ai le souvenir de plusieurs fois, je m'endormais en boîte à 3h30, quand même je finissais par m'endormir. Il m'est arrivé plusieurs fois de m'endormir contre les baffles, contre les enceintes. Contre les enceintes? Oui, en boîte. Du coup, t'es ton acouphène, bonjour. Alors maintenant, je pourrais plus parce que j'ai de l'hyperacousie. Mais je veux dire, je veux dire comment ça se passait. Donc j'étais toujours avec le même groupe de copains. Moi, j'ai jamais eu de groupe de copains. J'ai jamais vraiment intégré de groupe. J'avais toujours une amie ou un ami qui était pas la passerelle. Voilà. Ouais. Donc, on était très, très proches. Et vu de l'extérieur, je faisais partie d'un groupe. Mais c'était plus subtil que ça. Tu vois, j'étais très, très proche de ce copain ou de cette copine qui faisait que j'appartenais comme ça au groupe. Et pour le reste, quand j'étais de nature... je rigolais pas mal et tout, et je pense que tout ce que j'avais, parce que quand j'étais en boîte, je dansais, hein, je veux dire, je faisais rien d'autre, et je pense que ça m'apportait un tel bonheur qu'en fait, ça rattrapait une partie de la fatigue que ça générait. Et il y a aussi autre chose, c'est que jusqu'à récemment, moi, ma fatigue, je la percevais pas. Et je sais maintenant comment je me débrouille. C'est pour ça aussi que quand j'ai travaillé, je m'arrêtais souvent, je démissionnais souvent. C'était pour récupérer de la fatigue que j'avais accumulée. Mais tu vois, je faisais beaucoup de siestes. J'ai toujours, moi, les siestes, et depuis que je suis... Même en étant jeune à la boîte de nuit, oui. Et je me souviens, le lendemain, j'allais... évidemment, quand j'entrais à 4h du matin, que j'avais cours le lendemain, j'allais à l'infirmerie pour dire, bon là c'était faux, je disais que j'avais mal au ventre et bon c'était faux, mais sinon je faisais la sieste, c'est-à-dire que je dormais en cours ou je dormais chez moi le soir. Quand je rentrais des cours, je dormais. Moi j'ai toujours fait beaucoup de siestes et je pense que les échanges, tout le bonheur que j'avais à écouter cette musique là, vraiment de boîte, quoi. Et encore aujourd'hui, j'écoute, hein. Je peux plus aller j'y vais plus, mais tout ça et les lumières, je veux dire, c'est cette hyposensibilité visuelle, ça me procure un bien, mais vraiment un truc fou. Et donc ça, je pense que vraiment ça m'aidait à recharger mes batteries. Pas complètement, mais du coup, je faisais des siestes, beaucoup de siestes. Est-ce que, pour revenir au côté ami, le fait que tu aies une personne, on peut dire de référence, que tu as une amie, oui, ok, que tu suis, et puis ton cercle d'amis se fait autour de cette personne-là. Oui, ouais. Ou juste toutes les deux, parfois on était juste à deux. Ou juste parfois on était juste deux copines, okay. Ça me suffisait. Hein. Alors dans le cas où on va prendre l'exemple vraiment de là où tu as un groupe de potes, oui. Avec une amie, je vais utiliser le mot référence, même si c'est pas forcément le bon mot, je sais pas. Ok. Qui est ta copine qui te permet d'accéder à ce groupe. Ouais. Ça se faisait naturellement comme ça? Ou bien est-ce que c'est toi qui te disais, vas-y, j'aimerais bien appartenir à un groupe de personnes?
comment je peux faire ça? Ah ben vas-y, je me fais pote avec une personne pour pouvoir accéder au groupe. Ah non, Comment non, pas du tu tout. vois ça? C'est-à-dire que moi, j'étais contente. Moi, j'ai toujours fonctionné jusqu'à mes 16-17 ans avec une copine et ça m'allait parfaitement bien. D'ailleurs, j'ai identifié, je dévie, pardon un peu, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai lu plein de choses sur l'autisme, notamment un livre que que je recommande, et je crois qu'il n'est pas en français, qui s'appelle I Am a Aspian Woman, d'une dame, je crois que s'appelle Tonya Marshall, il me semble, je suis pas sûre, et dans laquelle elle disait que parmi souvent chez les femmes autistes, pas tout le temps, on pouvait avoir des amitiés, puis clac, du jour au lendemain, ça s'arrêtait et on trouvait une nouvelle personne et ça s'arrêtait à nouveau, donc accumulé comme ça. Moi, j'ai fait un petit peu ça. Et sur un détail, un truc qu'on me disait qui n'allait pas, je décidais que non, c'était plus tolérable et je voyais plus la personne. C'est très particulier comme. Tu n'avais jamais eu une phase de truc. deuil par rapport à ça? C'était pas difficile de faire ça? Bah, c'était tout simplement insupportable et c'était par rapport à mes valeurs. Alors maintenant, je regrette, ça sert à rien de regretter, mais je me dis c'était pas bien de faire ça. Mais quand je dis que je partais en entreprise à cause de ça, c'était par rapport à mes principes, à mes valeurs. On a pu dire quelque chose ou faire quelque chose, ça rentrait pas dans mes valeurs et c'était insurmontable. Je pouvais pas continuer. Enfin voilà, ça c'était une parenthèse. Pour dire que une copine ou un copain me suffisait largement et qu'après forcément quand j'ai eu l'âge, j'ai découvert les boîtes avec ce copain, bah tu vas en boîte, tu te fais, surtout que j'étais dans une grande ville mais de moyenne importance où là tu es amené à croiser les gens avec qui tu étais au lycée, tu les recroisais en boîte, donc les choses se faisaient. Et puis une fois de plus, c'est pas pour dire, mais j'ai un peu d'humour, donc on rigolait en fait, on rigolait beaucoup et t'attires les... Enfin, tu vois, ça se faisait assez naturellement. D'accord, donc en fait, c'était pas forcément un but en soi d'avoir une personne en fait comme ça, mais ça se faisait naturellement et c'était ouais, voilà, naturel quoi en fait. Oui, en revanche, maintenant, j'identifie tardivement que j'ai copié beaucoup. J'ai copié beaucoup. J'ai copié des comportements de super copains que j'avais ou de personnes référentes. Et enfin, personne référente, ce que tu appelles toi, copine référente. C'est dans mon langage à moi personnellement, mais ouais. Et ben maintenant, mais c'est tard, hein, t'imagines. J'ai identifié qu'il y avait vraiment des choses qui au départ n'étaient pas moi, mais que j'ai copié et je m'en suis accommodée. Alors parfois, je me dis, ok, au départ, c'était pas toi, mais ça l'est devenu parce que je l'ai intégré comme ça. Des façons de parler, des trucs... Ouais, c'est des choses qui sont pas forcément du tout naturelles, mais que tu copies malgré toi. Et au final, ça devient intégré, quoi. Genre, c'est pas inné, mais c'est comme si c'était inné, vu que ça devient tellement naturel. Tu sais que je reviens là au moment où je suis allée chez la psy à 48 ans. Parmi les choses que je lui ai dites pour expliquer que je venais la voir, voilà, je lui ai dit, oui, les choses sont très lourdes pour moi. J'aimerais bien que ça soit un peu léger. Et je savais pas pourquoi. Et en fait, il s'est avéré que ce que je qualifiais de lourd, c'était l'autisme. Et en fait, moi, je me voyais, et je lui ai dit d'ailleurs, comme si j'avais en permanence un manteau très épais, très encombrant, dont j'arrive pas à me débarrasser. Et au final, c'est ça. Pour moi, c'est mon autisme. Et donc, au départ, c'est une couche supérieure. Moi, je le vois comme ça, mon autisme. Hein. Une couche supérieure qui est venue se greffer sur la personne que je suis. Mais au final, c'est moi. Donc tu vois, j'en ai fait moi, j'en ai fait moi. De toute façon, l'extérieur, les événements, enfin tout ce qui est externe, l'environnement extérieur, ce que j'ai pu copier, je l'ai intégré et au final, ça fait ce que je suis moi. D'accord. C'est clair ou pas? Ouais, je pense que ça va l'air assez Okay. clair. Ouais. Je pense que ça répond bien à ma question aussi. Donc, ce que j'ai pu copier chez les autres, je l'ai intégré à ma façon. Exactement, ouais. Et puis, j'en ai pas eu conscience pendant 50 ans. Et puis, comme ça, et puis voilà, quoi. Tu as arrêté quand, pardon, d'aller en boîte? Si j'avais pas d'hyperacousie, j'y serais encore. Mais à 35 40 ans. Ça veut dire déjà, c'est déjà quoi? Ah oui, pardon. J'ai une hypersensibilité au bruit. Et ça fait mal à la tête. Hein. C'est marrant d'aller en boîte de nuit quand t'as une hyperacousie. Mais avant, je crois, en fait, je pense que je l'ai eu tardivement. Ah, ok. Non, je pense que je m'en serais rendu compte parce que quand ça fait mal, l'hyperacousie, moi, ça me vrille le cerveau. Hein. Non, quand j'ai le psychiatre là qui m'a diagnostiqué, il avait noté que j'aurais besoin à un moment donné d'écouteurs à cause de l'hyperacousie. Et moi, je lui ai dit, je me souviens lui avoir dit, non, moi, j'ai pas d'hyperacousie.
Il m'avait dit, vous verrez, ça viendra et ça fait mal. Et effectivement, maintenant, j'ai une hyperacousie quand je suis fatiguée. Et comme le temps aidant, maintenant, j'ai accumulé pas mal de fatigue et j'ai de plus en plus d'hyperacousie. Tu mets des Alors, bouchons réducteurs de bruit. Réducteurs de bruit ou bien... Alors, j'essaie. J'y vais tout doucement. C'est tout ce qui est nouveau pour moi. Je commence par observer. Donc, mes écouteurs, ils sont là. Je les observe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. J'essaie tout doucement. Et là, j'attends le moment où vraiment je ne vais pas avoir d'autre choix que de les mettre. Parce que je sais que ça me génère beaucoup de fatigue. Mais c'est juste que... De les porter ou bien de quoi? Pardon, de ne pas les porter. De pas les porter, ok. Ouais. Mais pour tout te dire, il a fallu... ils doivent être très bien. Hein, mais il a fallu voir comment les connecter. Et ça, déjà, ça me prenait la tête. Et donc, j'ai repoussé le moment. Et là, ils sont tout prêts. Ils attendent que moi. Donc, je me dis quand je vais plus pouvoir, je vais vraiment les mettre. Voilà, tu m'es arrivé vers la fin de l'interview. Je pense que c'est un bon moment pour parler de ton livre. Ah. Si tu souhaites le présenter. Ok, merci. Faut que je le mette quelque part? Non, c'est ça? Tu peux le montrer comme ça. Donc là, tu as la caméra qui est là. Ah oui, je suis là-bas. Les influenceuses. Exactement. Voilà. Donc, mon livre s'intitule Autiste Asperger à 50 ans. Et il est sorti fin 2023 aux éditions Tom Pouce. C'est un guide sur le fonctionnement autistique vécu de l'intérieur. En fait, quand j'ai été diagnostiquée, à 50 ans, on dit que t'es autiste. Moi, j'ai dit, ah bon. Pour moi, tu sais, je pensais que l'autisme, c'était un petit garçon qui se tape la tête par terre. Et j'ai dit, ok, mais il va falloir m'expliquer. Et donc, je revois depuis, avec ma psychologue, tout mon parcours passé et actuel à l'aune de cet autisme. Et j'ai commencé à en faire un blog avec des situations du quotidien, c'est quoi aller chez le coiffeur, le travail, etc. Et puis j'ai soumis ce blog à des maisons d'édition et c'est devenu un livre. Donc en fait c'est ça, c'est plein de situations du quotidien. J'essaie de le faire avec humour, où j'ai analysé toutes mes difficultés et je me suis dit ok, il m'est arrivé ça. Pourquoi quand je suis allée à la boulangerie, j'ai fait un sketch parce qu'on m'a donné une demi-baguette et que c'était pas une vraie demi-baguette, qu'il manquait quelques centimètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel lien avec mon autisme? Enfin, plein de situations comme ça que j'analyse toujours à chaque fois. Et qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Et il y a une grande partie consacrée aux professionnels aussi. Magnifique, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je ne vais pas aimer de le dire évidemment, hein. Voilà donc le livre qui contient le mot Asperger. Ah oui. Dans 1%, je le redis, hein, on privilégie le terme TSA vu que c'est le terme actuel, le nouveau terme scientifique, si je ne dis pas de bêtises même. Nous ne censurons pas le terme Asperger pour une simple raison, c'est qu'il y a toutes des générations qui ont été diagnostiquées avec celui-ci. J'en fais partie également. Et qu'on le veuille ou non, ce terme existe dans la culture populaire. C'est bien je pense que c'est toujours bien de privilégier le terme TSA, mais sans pour autant censurer le mot Asperger. Donc voilà, c'est le positionnement de 1% vis-à-vis du sujet. Donc voilà, dites ce que vous voulez, mais c'est comme ça pour 1%, c'est notre positionnement. Pour nous, le plus important, c'est qu'on se comprenne entre nous et que les gens nous comprennent. Tout en privilégiant de nouveau la terminologie officielle, mais en ne censurant pas et en n'agressant pas les personnes qui utilisent d'autres terminologies. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu aujourd'hui à cette interview. Ça fait plaisir de t'avoir rencontré et puis dans tel cadre. C'est un petit peu froid, mais... Non, merci pour tes questions, parce qu'elles sont vraiment très pertinentes. Et moi, ça me permet de dire des choses, pas forcément de la façon dont je l'aurais pensé. Donc... tu ferais un très bon psy. Oh non, faut pas dire ça. Moi, j'ai fait des interviews. Si tu veux te reconvertir. Non. Mais je te remercie en tout cas pour ce compliment, ça fait plaisir. Comment tu te sens après avoir fait une interview comment ça se sent surtout d'avoir parlé de toi en fait pendant cette période? C'est quoi ton ressenti avec tout ça? Je suis contente parce qu'on a balayé quand même pas mal de choses. Donc j'ai dit pas mal de choses que je voulais dire et ça c'est super important pour moi. Donc je suis
non, je suis très contente, très contente. Après, je vais y ressonger. Ouais, bah, Mais tu fais toute la formation après coup. Mais voilà, vraiment j'ai hâte, je sais c'est pas tout de suite. J'ai compris, mais j'ai hâte de voir l'enregistrement. Et je te dis, je suis vraiment contente parce qu'on a balayé quand même plein de choses, parce que tout est lié, et on a balayé beaucoup de choses. Trop bien, ben, merci beaucoup. Merci à vous d'ailleurs. Avec grand plaisir, et puis merci à vous qui regardez. Voilà, donc... merci d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre 1%. C'est un énorme plaisir pour nous de faire ces interviews. C'est vraiment une super aventure qu'on vit là actuellement dans 1%. C'était très inattendu, je vous l'admets aussi. Mais ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir un but au-delà de ce qui était prévu à la base. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir aider la communauté à mon échelle avec 1%. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour nous suivre. C'est vraiment très apprécié. Voilà. N'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, YouTube, TikTok, Apple Podcasts, etc. Vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était 1%. Ciao, ciao.